Et nous commençons tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré au sujet de défiscalisation. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cyril Garbois. Bonjour Cyril Garbois. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Cashbee. Nous sommes en octobre 2025. Alors, il y a un certain nombre d'inquiétudes ou de questionnements sur la situation politique en France et notamment sur le budget à venir pour l'année 2026. Il n'empêche que octobre rime généralement avec réflexion sur les sujets fiscalité, notamment en anticipation de la déclaration d'impôt pour les revenus de cette année, Cyril Garbois. Vous avez raison. Traditionnellement, le dernier trimestre de l'année est le moment de l'année où on s'intéresse à ces problématiques. On voit que sur certains produits, par exemple le PER, à peu près la moitié de la collecte se fait sur les 3 derniers mois de l'année. Ah d'accord. Et, oui, autant que ça, sur un produit comme le PER, en fait c'est en fin d'année où on se dit tiens, je cherche un produit de défiscalisation. Alors, c'est peut-être à la fois parce que c'est le moment où les conseillers, les banquiers engagent leurs clients sur ce type de problématique. Mais je pense que chacun d'entre nous, on sait que c'est à ce moment-là qu'on regarde un petit peu ce qui va rentrer dans sa déclaration fiscale de l'année suivante. Et donc, il y a une forte saisonnalité, en effet, sur ces produits. Alors, quand on parle de produits de défiscalisation, il y a plusieurs types de produits, on va dire 2 grandes catégories. Il y a les produits dont les revenus sont exonérés partiellement ou en totalité d'impôts. Typiquement, les livrets réglementés, en premier lieu le livret A ou encore l'assurance vie ou le PEA. Alors, il n'y a pas de saisonnalité pour ces produits, hein. On investit dessus toute l'année. Et puis, il y a les produits qui permettent de déduire une partie des sommes versées directement de ces impôts. Et c'est ces produits-là qui nous intéressent à l'heure actuelle, ou en tout cas qui intéressent les épargnants sur le dernier trimestre de l'année en vue de réduire la note fiscale l'année prochaine. Exactement. Donc évidemment, il faut pouvoir faire ces placements avant le 31 décembre pour que ça ait un impact sur ces impôts qui seront payés l'année suivante. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être parce qu'on a l'habitude de faire les choses un petit peu au dernier moment, qu'on s'en préoccupe plutôt au dernier trimestre. Et du coup, on fait quoi? Vous avez parlé de PER, ça veut dire que le réflexe aujourd'hui pour la majorité d'épargnants, c'est d'aller sur le plan épargne retraite? Alors, c'est pas le seul produit, mais c'est vrai que le PER est un produit sur lequel il y a pas mal de communication et de fait, c'est un produit qui présente des avantages certains. Bien sûr. C'est un produit qui permet de déduire une partie des sommes versées, alors avec des plafonds évidemment, mais directement de ces impôts, qui permet même d'utiliser les plafonds des années précédentes. Si c'est la première fois que vous ouvrez un PER, il peut vraiment y avoir un bon coup à jouer à l'ouvrir là dans les prochaines semaines. Et puis c'est un produit évidemment qu'on met en avant, que le gouvernement a mis en avant, parce qu'il est là pour participer à la résolution d'un problème qui nous concerne tous, qui est le problème du financement des retraites. Ou financement de sa retraite quand on parle de son PER. Exactement. Puisqu'il s'agit de trouver de solutions alternatives à la retraite par répartition. Mais ce n'est pas le seul produit de défiscalisation. Il y a des produits comme les fonds de commun de placement en innovation, les FCPI, bien sûr, qui offrent également des possibilités de déduction fiscale intéressantes, significatives, parfois avec des plafonds même supérieurs au PER. Là, dans un FCPI, on investit dans des entreprises innovantes. On investit dans des entreprises, alors soit directement, mais en ce qui concerne les FCPI, c'est via des fonds, dans des entreprises. Donc, il faut qu'il y ait un minimum 70% des investissements de ce fonds qui soient réalisés dans des PME innovantes. Et là, il y a des avantages fiscaux significatifs, puisqu'on peut réduire jusqu'à 25% du montant versé de ces impôts, parfois même un petit peu plus. Bien sûr. Et puis, même, il y a un double avantage parfois, puisque les revenus, donc les plus-values générées, peuvent également être défiscalisés. Mais ce sont des produits à risque, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'était la question que j'allais poser. Est-ce que des produits qui offrent une carotte fiscale sont forcément des produits plus risqués ? Alors, pas forcément, puisque je parlais tout à l'heure de produits qu'on connaît tous, qui est le livret A. Oui. Mais il s'agit d'une niche fiscale, malgré tout. Mais les produits dont on parle précisément là, qui sont des produits qui permettent de réduire sa facture fiscale, il y a toujours des contraintes qui sont attachées. Une contrepartie de l'administration. Exactement. Oui. Donc les contraintes, elles sont de plusieurs types. Ça peut être une contrainte en termes de liquidité. D'accord. Donc le PER, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la contrainte principale, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à ces fonds avant la retraite, à part quelques cas exceptionnels d'accident de la vie. Donc il faut être certain que ce sont des fonds dont on n'aura pas besoin à court et moyen terme. Et puis en ce qui concerne les FCPI, il y a également des contraintes de liquidité, puisqu'on investit dans des fonds qui
qui ne sont pas liquides par définition, il s'agit de non cotés, mais qui présentent parfois et même souvent des risques importants, donc un potentiel de gain également significatif, mais des risques importants. Est-ce que aller sur des investissements avec la seule volonté de réduire sa facture fiscale est une bonne stratégie, Cyril Garbois, même si effectivement le questionnement vient souvent au dernier trimestre de l'année, au moment où on sait que l'année va se terminer et qu'il faut qu'on réalise ces investissements avant l'année prochaine? Probablement pas. Comme pour tout placement, il faut d'abord analyser si ces investissements correspondent à son horizon de placement, à son horizon d'investissement. Donc, on en parlait. Pendant combien de temps je suis prêt à bloquer ces fonds? Ça, c'est évidemment une question essentielle. Et puis, s'ils sont adaptés à son profil de risque. Ça veut dire qu'on ne va pas, par exemple, sur les FCPI, si on a un profil de risque prudent, mais qu'on a envie de défiscaliser, on va chercher un autre type de placement. Si la priorité est de préserver son capital coûte que coûte, et on peut très bien comprendre que pour de nombreuses personnes, ça puisse être le cas, c'est probablement pas le bon conseil d'aller sur ce type de placement. Donc il faut d'abord faire cette analyse que l'on doit faire pour tout placement. Et puis ensuite, l'aspect fiscal doit arriver comme deuxième critère. Il est important, mais ça ne peut pas être le premier critère de choix. Quand on est en octobre 2025, qu'on a des difficultés à obtenir un budget, des difficultés à avoir un gouvernement qui tienne dans le temps, qui puisse potentiellement ensuite proposer un budget qui soit voté par l'Assemblée nationale, est-ce que réfléchir à sa défiscalisation est aussi simple dans le sens où potentiellement une loi de finances 2026 pourrait changer des règles de manière rétroactive? Alors, la rétroactivité de la loi, c'est évidemment une question sensible et c'est difficile ici d'y répondre, qui est un manque de clarté et de visibilité pour l'épargnant, c'est une évidence. En premier lieu sur la flat tax, qui reste quand même l'élément de fiscalité le plus important dans le monde de l'épargne. On a beaucoup entendu parler d'une éventuelle remontée de cette flat tax qui aujourd'hui est à 30%. Donc ça, c'est un premier sujet. Les opportunités de défiscalisation dont on parle, elles pourraient être certainement revues par le gouvernement, sinon c'est prérogatives. Maintenant, elles ont un vrai intérêt économique qui est de privilégier et d'orienter les investissements vers des secteurs qui en ont besoin, par exemple le secteur de la défense. Il y a beaucoup de FCPI, en tout cas certaines, qui investissent dans ce secteur-là. On peut douter qu'un gouvernement futur, quel qu'il soit, n'aura pas la même ambition de favoriser les investissements dans ce secteur. Je dirais la retraite, c'est également le même sujet. Quel que soit le gouvernement, il y aura besoin de privilégier, ou en tout cas de favoriser l'épargne pour répondre, apporter une réponse au sujet des retraites. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait que des opportunités continueront à exister. Est-ce qu'elles seront les mêmes avec le même niveau d'avantages qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et ça peut être une raison complémentaire, en effet, pour utiliser ces derniers mois pour faire ces placements. Merci Cyril Garbois d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Cashbee. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.